Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au rayon jeunesse. Donc après ma présentation avec le Booktube Newbie Tag, il est temps de passer aux choses sérieuses, les livres. Aujourd'hui je vais vous partager mes derniers coups de cœur en littérature jeunesse. Donc j'ai sélectionné 4 romans, 2 BD et un manga, tous adaptés pour les 9-14 ans. Alors, on commence tout de suite avec les romans. Mon premier coup de cœur, le plus fort, le plus puissant, Le secret de Lost Lake de Jacqueline West, édité chez Seuil. Alors là, vraiment, on ne bouge plus. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur ultime. J'ai adoré ce roman. Genre, vraiment, je l'aime d'amour. Donc l'histoire, c'est celle de Fiona, 11 ans, qui a déménagé à Lost Lake avec sa famille pour les besoins de la carrière sportive de sa sœur aînée. Mais depuis, elle se sent complètement seule. Ses amis lui manquent, sa grande sœur l'ignore. Donc pour tuer le temps, elle se rend à la bibliothèque du village qui se trouve dans un immense manoir qui appartenait à une famille qui n'a pas fait long feu dans le coin. Bref, dans cette bibliothèque, elle découvre un vieux roman qui raconte l'histoire d'une petite ville, de 2 sœurs et d'une disparition tragique. Sauf que Fiona remarque des similitudes étranges entre ce roman et Lost Lake. Et plus bizarre encore, le livre, il se met à disparaître et réapparaître comme bon lui semble. Et donc, Fiona est intriguée et décide d'élucider ses mystères, pour le meilleur et pour le pire, clairement. Donc ce roman, il réunit absolument tout ce que j'aime, personnellement. Une ambiance mystérieuse, voire carrément inquiétante même, la thématique du petit village perdu, là où tout le monde se connaît, et justement, c'est ça qui met un peu mal à l'aise, quoi, vous voyez le genre. Ajoutez à ça des fantômes qui rôdent encore dans les alentours, dans la bibliothèque, des événements nocturnes où les personnages vont se retrouver seuls ou presque. Voilà, personnellement j'adore cette ambiance. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est la thématique des sœurs qui est au cœur du récit. Alors, moi personnellement j'ai pas de sœurs, mais j'ai quand même trouvé que leur relation était vraiment assez crédible, quoi. Et c'est justement ce qui m'a plu. Fiona, par exemple, tout personnage principal qu'elle est souvent très injuste avec sa sœur aînée, parce qu'elle elle pense qu'elle est responsable de tous ses malheurs, quoi. J'ai trouvé que c'était quand même une réaction assez logique et réaliste d'une jeune fille de 11 ans, qui se sent délaissée au profit de sa grande sœur qu'elle trouve parfaite, et que du coup elle se venge de ça, quoi. Je trouvais ça assez réaliste. Quant à sa sœur aînée, Ardine ou Arden, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, elle aussi je l'ai trouvée assez bien écrite. On sent sa tristesse de voir sa petite sœur s'éloigner, mais en même temps elle fait preuve de beaucoup de maturité face aux petites vengeances de celle-ci. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on aborde, même si c'est fait de manière extrêmement bref, la pression qu'elle ressent vis-à-vis de son sport, le fait qu'elle doit toujours performer, tout ça. Et surtout la fin. Alors là, la fin du récit, c'est une succession d'événements de plus en plus angoissants, ça monte crescendo jusqu'à la chute finale, ou alors toute la thématique centrale, donc la thématique des sœurs, ça prend tout son sens. J'ai trouvé ça très très puissant comme fin pour ce récit. En bref, c'est une histoire de fantômes et de hantises, personnellement exactement comme je les aime. C'est sombre, c'est inquiétant, la résolution finale est très touchante. Moi je n'ai qu'une hâte, c'est que le livre arrive à la bibliothèque où je travaille pour que je puisse le recommander à mes lecteurs et mes lectrices. Je le conseille à partir de 11-12 ans, mais attention, faut pas être trop impressionnable quand même. Mon deuxième coup de cœur, un peu plus soft que le précédent, même beaucoup plus soft, c'est La Brigade des pâtissiers, tome 1, Le défi d'Amy, de Elisabeth Barfetti et Silamaka Sukuna, alias Silax, un personnage du roman, édité chez Nathan. Alors, celui-là, j'ai voulu le lire parce qu'à la bibliothèque, il était emprunté en permanence, mais genre vraiment tout le temps. Et les lecteurs réclamaient la suite sans arrêt. Du coup, j'ai été un peu curieuse, je l'ai lu, et j'ai adoré. Alors, le roman raconte l'histoire d'Amy et de ses camarades d'école de pâtisserie qui apprennent qu'ils vont devoir ouvrir leur propre restaurant éphémère pour leur prochaine évaluation. Ils ont 1 semaine pour imaginer le thème, le menu et la décoration. Sauf que Amy se retrouve séparée de ses amis et elle fait équipe avec des gens qui lui adressent jamais la parole et dont elle a une assez piètre opinion d'eux, surtout. Et ajoutez à ça le fait que les proches et les parents des élèves vont venir à ce fameux restaurant éphémère pour l'évaluation. Ça rajoute une pression supplémentaire à Amy parce qu'elle a vraiment envie que, pour une fois, sa famille soit fière d'elle. Voilà, donc
si jamais vous l'avez pas compris, je vous le dis, c'est une histoire, très très belle histoire, sur le fait d'apprendre à s'affirmer. L'héroïne, Amy, elle doit s'affirmer un peu partout. Avec ses camarades d'évaluation, alors qu'au départ elle a rien en commun avec eux, à l'école où sa dyslexie lui pose des problèmes, et du coup même avec sa propre famille et surtout avec ses propres grands-parents qui trouvent que la pâtisserie, c'est pas un vrai apprentissage, quoi, c'est pas sérieux, enfin... Voilà, ça fait râler, mais en même temps c'est très réaliste, quoi. On voit vraiment son évolution au fil du récit, petit à petit, grâce à Silax qui l'encourage, qui l'aide, et aussi grâce à son propre cheminement. Elle évolue, quoi. Il y a ce message sur l'importance des rêves, des passions. Bon, c'est peut-être un petit peu niais, mais chez moi en tout cas ça fonctionne complètement, ça fait vraiment du bien d'y croire. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que Lina et Lucas, ses partenaires d'évaluation, au début, on dirait qu'ils sont un peu stéréotypés, quoi. Lui, il dénigre tout ce qui n'est pas de la cuisine pure et dure. Elle est obsédée par l'image et le décor. Et en fait, ils sont bien plus que ça. Après, dans ce premier tome, ça reste quand même assez léger, donc je suppose qu'ils vont revenir dans la suite, puisqu'il y a plusieurs tomes, et je suppose qu'à ce moment-là, ils seront encore davantage développés. Et alors, petit détail que j'ai aussi bien aimé avec ce roman, c'est les descriptions des pâtisseries. Voilà, c'était tellement bien fait, ça donnait vraiment envie de manger, c'est assez appétissant comme lecture du coup. Et il y a quelques illustrations aussi, bon pas énormément, mais voilà, il y en a quelques-unes, elles sont assez jolies, ça rajoute toujours un petit plus sympa. La fin, elle est très très positive, mais ce que j'ai apprécié avec cette fin, c'est qu'il reste quand même des petites zones d'ombre. Voilà, comme dans la vraie vie, on peut pas tout résoudre d'un coup de baguette magique, donc Amy, elle devait s'affirmer par rapport à certaines choses, elle va y arriver, mais il restera toujours quelque chose qu'elle pourra jamais... Enfin, qu'elle est obligée de vivre avec, quoi, comme dans la vraie vie, donc... Dans un roman jeunesse, je trouve que c'est quand même assez sympa comme message. En bref, c'est un excellent roman qui est accessible dès 8 ans pour peu qu'on sache lire bien comme il faut, sinon il peut être lu à tous les âges. Et pour finir avec les romans, Les monstres d'Outre-Terre, tome 1, L'apprentie chasseuse, de David Moité, édité chez Didier Jeunesse. Un premier tome que j'ai beaucoup aimé. Donc ça raconte l'histoire de Sarah, 15 ans. Elle est la fille de Ian Robinson, le plus grand chasseur de monstres du continent. Elle voudrait absolument tout savoir de ces créatures, mais son père la tient volontairement à l'écart. Sauf qu'un soir, leur manoir se fait attaquer et Sarah est obligée de fuir en emportant avec elle juste la mallette de chasse et le manuel de chasseur de monstres de son père. Son père, lui, est porté disparu. Dans sa fuite, elle rencontre Tom, un jeune voleur des rues, qui lui propose de l'escorter jusqu'à Red Town pour retrouver son père. Sauf que Red Town se trouve assez loin vers l'est, et la route vers l'ouest, elle comporte bien des dangers. Donc ils vont croiser de nombreux monstres, tous plus ou moins inquiétants, ou pas. Ça, je vous laisserai découvrir dans le roman. Donc l'action, elle est, comme vous l'avez deviné, très très présente tout au long du récit. Moi, je l'ai trouvée assez palpitante. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai jamais eu cette sensation de trop-plein. Et pourtant, les héros, ils passent par plein d'endroits différents et à chaque fois, il leur arrive une tuile. Mais bon, ça reste quand même assez fluide, ça s'enchaîne vraiment très bien. Donc les personnages, eux, ils sont tous attachants et très très sympas à suivre. Et j'avoue que j'ai bien aimé l'ambiance un peu façon Far West, conquête de l'Ouest, même si dans ce cas-là, c'est plutôt conquête de l'Est. Je trouvais ça assez chouette, ça change un peu des univers habituels, surtout pour de la fantasy. J'ai aussi beaucoup aimé les pages qui sont présentées sous forme de carnet, c'est le fameux carnet du père de l'héroïne, avec les créatures qui sont répertoriées dedans. C'est un petit détail, mais ça enrichit assez bien l'univers. Par contre, la fin de ce premier tome, elle arrive assez brutalement, il n'y a pas de grande révélation, juste il se passe un événement qui chamboule tout, quoi. Moi, ça m'a pas trop dérangé, ça m'a même donné très très envie de découvrir la suite, mais voilà, faut pas s'attendre à avoir une énorme révélation directement dans ce premier tome. En résumé, donc c'est un premier tome qui est efficace, qui est rythmé, qui est assez accrocheur. Il a un univers qui est assez original, et moi je trouve qu'il donne quand même assez envie de continuer de poursuivre l'aventure. Il peut être lu à tous les âges, même assez jeune, dès qu'on sait bien lire, mais pour bien comprendre tout l'univers, je dirais que personnellement je le conseillerais à partir de 10 ans. Et voilà pour mes 3 coups de cœur en roman, mais attendez, c'est pas fini, parce que j'ai aussi dit que j'avais des BD et un manga. Donc là tout de suite on va continuer avec la première BD. Donc la première BD que j'ai sélectionnée c'est Collège Apocalypse, le tome 1. C'est une BD de Lilian, éditée chez Soleil. Pour le pitch, le voici, c'est très simple.
un groupe de collégiens part en voyage scolaire, sauf que là ils se font attaquer par des créatures venues d'ailleurs, en dehors de la Terre, comprenez bien, et ces créatures justement, elles sont apparemment décidées d'en finir avec l'espèce humaine. Voilà, basiquement. Donc les jeunes vont essayer de refaire machine arrière et de rentrer chez eux, sauf que du coup maintenant ça va être au travers d'un monde qui est un peu dévasté et une petite ambiance guerre des mondes quoi. Bon, c'est assez classique comme point de départ, mais ça reste assez sympa à lire. L'atmosphère elle est bien posée dès le début, ça donne envie de savoir où tout ça va mener. Comme souvent dans le cas des BD, ce premier tome il sert surtout d'introduction. Pour moi, il a posé pas mal de bonnes bases pour une série qui promet quand même d'être assez intrigante. Il y a encore plein de choses à découvrir sur les créatures, sur les personnages et sur ce qui les attend. Les personnages, justement, pour l'instant, ils sont caractérisés par 2 ou 3 grands traits de caractère. Ça peut donner un côté caricatural, mais bon, c'est souvent le cas pour un début de série. J'espère voilà, que ça va se développer au fur et à mesure des tomes. En tout cas, donc pour ce tome 1, il y a une ambiance très efficace, très réussie, et beaucoup de belles promesses pour la suite. D'ailleurs, j'ai fini le tome 2. Pour être honnête, je l'ai fini en fait il y a quelques instants, donc là c'est des lignes que je viens d'écrire. Et c'est toujours aussi bien. Bon, je peux pas trop en révéler, mais en bref, le mystère s'épaissit, l'ambiance elle est toujours aussi sombre, c'est pas trop trash dans sa mise en scène, on s'inquiète sérieusement pour plusieurs personnages, et la fin... Ah, ça promet beaucoup de changements pour la suite. Cette BD, je la conseille souvent à partir de 11 ans, parce qu'elle permet d'avoir une ambiance apocalyptique ou post-apocalyptique sans que ça soit trop choquant. Contrairement à la BD Seul qu'on cite souvent en comparaison, la BD est très très chouette. Hein. Seul c'est très très chouette comme série, mais personnellement je la trouve beaucoup plus osée dans sa mise en scène. Seul, je le conseille pas en dessous de 14 ans, mais Collège Apocalypse, ça passe bien dès 11 ans. La deuxième et dernière BD, c'est Le Mangeur d'Espoir de Karim Fria, édité chez Gallimard Jeunesse. Alors cette BD-là, je l'ai beaucoup aimée. L'histoire, c'est celle de Rachel qui vient de perdre son père, malheureusement décédé d'un cancer foudroyant. Et depuis, sa mère, elle souffre d'une grave dépression et ça ne va vraiment pas bien. Jusqu'au jour où un étrange personnage affirme que lui, il sait comment sauver la mère de Rachel. Car selon lui, c'est un peu particulier, Rachel doit rentrer dans les mémoires et l'esprit de sa mère pour y traquer le mangeur d'espoir, une entité maléfique qui envahit l'esprit et qui se nourrit des plus beaux souvenirs. Cette BD, je suppose que vous l'avez compris, elle utilise le fantastique, voire carrément l'horrifique, pour aborder les thématiques assez dures de la dépression et du deuil. La créature ennemie de cet univers, donc le fameux mangeur d'espoir, c'est littéralement une métaphore de la dépression, quoi. Il se repaît de tout ce qui te rend heureux pour ne laisser que du sombre et du noir dans tous tes souvenirs. J'ai trouvé que la métaphore était très belle et là-dessus l'histoire elle est géniale. Il y a quand même quelques points qui m'ont un peu dérangé, c'est léger, mais voilà, il y a quand même 2 points qui m'avaient personnellement dérangé. Il y a quelques lacunes, je trouve, dans le scénario, il y a quelques histoires qui sont racontées, mais pas assez racontées, quoi. Il y a un petit truc qui manque, ça aurait pu être un peu plus développé, mais mis à part ça, dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire. Les illustrations, je les ai trouvées magnifiques, elles sont sombres, mais ça rend très très bien, elles contribuent à créer une ambiance oppressante qui colle du coup parfaitement au récit. En conclusion, du coup, cette bande dessinée, je la trouve plutôt réussie. Elle devrait plaire aux amateurs de fantastique, voire un petit peu d'horreur. Je la conseillerais à partir de 14 ans, vu le contenu un petit peu sombre et effrayant qu'elle peut contenir. Mais après, elle peut être aussi accessible à plus jeunes, ça va dépendre un peu de la sensibilité de chacun. Donc voilà, ça c'était mes coups de cœur en bande dessinée, et il nous en reste un dernier, donc mon coup de cœur en manga, ma série de manga préférée, la seule série que je collectionne actuellement. Les Promeneuses de l'Apocalypse de Sakae Saito, édité chez Bamboo. Alors, ce que je vais dire ici, c'est valable à peu près pour les 3 premiers tomes. Après, dans la suite, ça se modifie quelque peu. Avant tout, je dois aussi avouer quelque chose. Normalement, j'aime pas du tout les scénarios dramatiques à base de fin du monde et d'humanité qui s'effondrent. Ouais, ça fait un peu bizarre quand on voit que juste avant, j'ai présenté une BD qui s'appelle Collège Apocalypse. Mais voilà, normalement, les trucs de fin du monde, ça m'angoisse un peu, donc j'essaye d'éviter ce genre d'histoire. Mais dans le cas de Collège Apocalypse, bah, c'est juste que l'ambiance de la BD, c'est quand même un peu aventure-survie, donc ça va, ça me plaît assez bien. Et dans le cadre des Promeneuses de l'Apocalypse, bah,
En fait, c'est du post-apo sans être du post-apo. Je vais m'expliquer. Rien qu'en regardant l'illustration de la couverture, bah, on remarque déjà que ça ressemble pas à de la post-apo, quoi. Les jeunes filles sur la couverture, elles ont l'air visiblement très contentes de partir en exploration avec leur moto, mais l'environnement aux alentours est à l'abandon. Donc c'est ça en fait qui m'avait interpellé d'abord, et c'est ça qui m'avait donné envie de lire le manga, pardon. Et bah, le manga, du coup, je l'ai adoré. C'est de la tranche de vie post-apocalyptique. Il n'y a pas d'action, ou presque, quasiment pas en tout cas. Il n'y a pas de trop gros dangers non plus, il y en a quelques-uns, mais généralement ça se résout assez bien. Voilà, c'est juste deux jeunes filles, Yoko et Airi, qui visitent avec beaucoup d'entrain et d'amusement des lieux célèbres du Japon, mais des années et des années dans le futur et dans un environnement complètement détruit. Bon, ça reste quand même un truc post-apocalyptique, il y a parfois des moments où on nous rappelle à la réalité ce qui s'est passé. Voilà, on sait qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, on sait que des gens ont perdu la vie, on sait que le monde s'est effondré, mais ces rappels un peu dramatiques, ça ne dure que quelques instants, à peine le temps d'une case. D'ailleurs, à chaque fois que ça arrive, je trouve que le dessin est assez délicat, c'est-à-dire qu'on nous montre sans trop nous montrer, et de manière générale, voilà, ce qui devait être normalement des visions d'horreur, c'est jamais trop choquant. Ça reste triste, mais c'est pas trop choquant. Il y a aussi un petit peu de mystère dans cette série, hein, parce que entre deux visites de lieux populaires, et deux blagues, et deux parties de pêche, et un barbecue, oui, il se passe vraiment ça dans le manga, que s'est-il passé exactement pour que le Japon s'effondre? On sait pas. Est-ce que c'est pareil pour le reste du monde? On sait pas. Il y a des survivants à l'extérieur? Peut-être, on sait pas. Mais surtout, le plus gros mystère de la série, c'est où se trouve la sœur de Yoko? Parce que oui, du coup, une des protagonistes, Yoko, elle a une sœur. Mais elle communique avec elle uniquement à travers des messages et des écrans interposés. Rajouta à ça le fait que Yoko a quelquefois des espèces de visions du monde d'avant alors qu'elle n'est pas censée l'avoir connu. Voilà, c'est étrange quand même, hein. En bref, donc c'est un chouette manga, facilement accessible à partir de 12 ans selon moi, et paradoxalement idéal pour une lecture détente. Voilà, c'est vraiment mon ressenti, c'est doux, c'est apaisant, malgré le contexte post-apocalyptique, et c'est pour ça que c'est un manga que je suis de très près, et probablement mon manga préféré. Et voilà, c'est tout pour mes derniers coups de cœur. J'espère que ça vous a donné des idées de lecture. Dites-moi en commentaire, tiens, est-ce que vous en avez lu un ou plusieurs? S'il y en a un qui vous tente, voilà, vraiment ça m'intéresse de savoir. Et là-dessus, moi je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes de livres.